il y a eu les frappes sur l'Iran et depuis, on n'a pas entendu sur notre antenne vos réactions. J'étais en pèlerinage, mais c'était au Vietnam, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c'était un voyage qui était un voyage touristique, évidemment, mais c'était très intéressant aussi en ce que ça résonnait avec ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale, parce que le déclenchement de la guerre du Moyen-Orient, de ce nouveau théâtre qui s'ouvre, effectivement, renvoie, est articulé avec l'ensemble du chemin emprunté par la planète, dont on voit l'expression en Asie. Ça, c'est la première observation. J'ai été frappé. Le Vietnam est un pays normal maintenant. Enfin maintenant, oui, parce que après la guerre qu'il a subie, mais il est inséré dans une Asie qui bouge à une vitesse tout à fait vertigineuse. Le simple fait de rentrer dans l'aéroport international pour partir, je veux dire, c'est une fourmilière tournée vers l'Asie, beaucoup plus que vers l'Europe. C'est intéressant, quand j'ai regardé les départs, il y avait le mien qui partait sur Paris, évidemment, mais c'était les gens qui étaient là, parce qu'il y avait naturellement des Vietnamiens, mais beaucoup de Chinois, des Thaïlandais, des Indonésiens, des Japonais aussi en grand nombre, et donc cette Asie est en train de bouger, alors que nous, notre malheureuse Europe, insérée dans un Occident terriblement en crise, on est confronté à des problèmes dont certains peuvent paraître insolubles. J'écoutais l'intervenant précédent qui disait que j'ai retenu cette formule quand il fait le point de la situation économique et de la situation particulière dans laquelle sont les pays européens avec cette désindustrialisation. Et il pointait des raisons idéologiques. Moi, je pense que oui, il y a des raisons idéologiques. Partant du livre de Fukuyama, je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que c'est pas seulement idéologique. L'idéologie, elle vient après pour habiller des mécanismes, et c'est l'évolution du capitalisme occidental. Pourquoi est-ce que c'est pas pour des raisons idéologiques que on a été investir en Chine? Comme disait Lénine, les capitalistes nous vendront la corde pour les pendre. C'est parce que on voulait casser les reins des classes ouvrières et des travailleurs des pays occidentaux. On voulait finalement accroître les profits, et le meilleur moyen, c'était d'accéder à une main-d'œuvre plus économique. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle l'Occident est tombé dans le piège de la Chine, parce que c'était un piège. C'était un piège objectif, mais c'était aussi un piège calculé par les Chinois. Donc, je crois que c'est effectivement un moment particulier que nous vivons. Et pour en revenir à ce qui se passe au Moyen-Orient, ce nouveau théâtre, je dis ce nouveau théâtre d'affrontement, cette nouvelle guerre, après celle qui se déroule en Ukraine, relève bien de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire ce que moi j'appelle la contradiction principale. Alors j'ai parlé de Lénine, Machallara, maintenant je vais parler de Mao Tse-tung, qui tant que nous y sommes, allons-y. On a dit qu'il avait cynisé le marxisme. Effectivement, il y a beaucoup de choses là-dedans et c'est pas notre débat. Mais clairement, il a effectivement imposé un concept qui est celui de la contradiction principale. C'est-à-dire que il dit dans tout le fonctionnement dialectique de l'histoire qu'Hegel nous a appris, relayé ensuite par Marx, dans tout ce déroulement dialectique, il y a des contradictions partout, mais il y en a une principale autour de laquelle ces contradictions secondaires vont s'articuler. Donc, je pense que ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, c'est véritablement cet affrontement entre un Occident qui domine la planète et dont la globalisation et la forme moderne
domination, cet Occident est en crise et va devoir passer la main. Il va devoir passer la main parce que aujourd'hui, ce qu'on appelle le Sud global, l'expression est très pratique, est en train d'abord, de considérer que cette domination occidentale, non seulement est tout à fait injustifiée, mais également nuisible à leurs intérêts, mais nuisible je veux dire, à la conduite du monde. Donc, et ces différents événements, ces différents théâtres d'opération, je préfère le théâtre d'opération justement parce que ça renvoie à cette globalité, à cette contradiction principale. Ce nouveau théâtre, après celui de l'Ukraine, est bien celui de l'affrontement. Alors, on va pas dire affrontement nord-sud parce que la géographie c'est pas exactement ça, mais si, il est pratique aussi, hein, affrontement nord-sud. Bon, nous avons ce monde multipolaire qui émerge avec deux puissances tout à fait importantes qui le conduisent. Aujourd'hui, l'Occident qui est sur la défensive, avec son hégémon, qui est la puissance américaine qui existe toujours, même si elle est, je le pense, très affaiblie, on va peut-être en parler par rapport à ce conflit qui vient de se dérouler, eh bien, ce changement, il se déroule, et d'ailleurs, moi je pars beaucoup de la fameuse phrase de Xi Jinping quand il est allé au mois d'octobre 2023, après sa réélection, après le congrès du Parti communiste chinois, il est allé à Moscou, il a une visite d'État qui était spectaculaire, et puis il y a cette fameuse séquence sur le perron du Kremlin, où comme par hasard, ma chère Lara, il y avait les interprètes, comme par hasard, il y avait les caméras, les micros ouverts, et on a entendu Xi Jinping dire à Vladimir Poutine, nous assistons à un changement qui ne s'est pas produit depuis un siècle, et ce changement, nous allons le conduire ensemble. Moi, je suis quand même très surpris qu'en Occident, ça ait eu assez peu d'écho. C'est fondamental cette phrase. Donc, alors ça ne veut pas dire que ce passage historique tout à fait essentiel ne va pas se dérouler, et la preuve en est faite avec ce qui se passe au Moyen-Orient, ne va pas se dérouler dans le chaos avec des risques considérables. N'oublions pas que le monde est nucléarisé, c'est-à-dire que les affrontements, les contradictions, les guerres, parce qu'il y en a, peuvent déboucher sur des escalades avec l'utilisation, la bascule dans le nucléaire, et que ça, c'est le risque d'Armageddon n'est pas écarté aussi simplement que ça. Hein. Je pense qu'il faut avoir ça très présent à l'esprit, et ça explique pourquoi d'ailleurs les guerres, et je prends l'exemple de ces deux-là, qui sont celles qui nous occupent, c'est-à-dire l'Ukraine et le Moyen-Orient, ça explique pourquoi ces guerres prennent cette forme-là. Alors, comme on a pas mal de retard, ma chère Lara, comment dire, un peu intellectuel sur les guerres, on a toute l'histoire qu'on connaît, mais la guerre en Ukraine a bien démontré à quel point il y avait un décalage entre la façon dont elle était menée par la Russie, les opérations étaient menées, et la perception qu'on pouvait en avoir en Occident. J'ai écrit un article, je crois que j'en avais parlé la dernière fois, disant qu'il y avait un double blocage face à la défaite que l'Occident rencontre et subit en Ukraine, un blocage psychologique, c'est-à-dire la blessure narcissique, on ne veut pas admettre qu'on a perdu, et ensuite un blocage intellectuel, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce qui est en train de se produire. Alors, il y a des tas de raisons à cette incompréhension. Et j'ai l'impression que ce qui se passe au Moyen-Orient relève de la même problématique. J'ai été stupéfait que les Américains, enfin stupéfait, non, parce que Voilà, c'était ma question. Lorsque samedi matin, enfin européenne, je crois, il me semble que c'était 8 heures, les annonces sont tombées. Vous étiez au Vietnam. Comment vous avez perçu cela dans l'environnement où vous étiez? C'est comment les gens ont réagi autour de vous?
Alors, sans surprise, bon, moi, je vous l'ai dit, c'était un voyage Mm, touristique, c'était un voyage, les voyages d'hiver, on va chercher un peu le soleil. Hein. Le ouais, Vietnam est un pays assez curieux d'ailleurs parce que c'est très long, un peu comme le Chili, hein, assez étroit et long. mm, Hein. Et quand vous allez à Hanoï, c'est-à-dire au nord, bah, il fait pas très beau, il fait pas très chaud. Et dès que vous êtes à Saigon, ville du Sud, hein, vous êtes sous les tropiques. Bon, avec un beau temps et puis un mode de vie différent, moins austère. Bon, toujours est-il que quand je disais pèlerinage, c'est parce que j'ai bien connu les deux conflits pour des raisons familiales, le conflit de la guerre d'Indochine qui impliquait les Français et la guerre américaine parce que c'était ma jeunesse. Et donc j'ai rencontré pas mal de gens, j'ai discuté et j'ai constaté que il n'y avait pas tellement de surprises. Il n'y avait pas tellement de surprises. Alors, on va me dire, oui, mais attendez, ils ont combattu mm, l'impérialisme, ils ont combattu l'empire et ils ont gagné à un prix très élevé. Oui, mais c'est même pas tellement ça. C'est de dire, voilà, la marche du monde est ainsi faite que l'Occident ne va pas se laisser déposséder de son hégémonie et de sa domination du monde. Même si aujourd'hui cette globalisation, et c'est assez frappant au Vietnam, même si cette globalisation a des traits occidentaux, des traits culturels occidentaux. C'est Hanoï et Ho Chi Minh Ville, ancienne Saigon, sont des métropoles globalisées aussi. Hein, mais on voit bien que aujourd'hui, l'Occident est sur la défensive et lorsqu'on on a appris cette agression américaine contre l'Iran, il n'y avait pas de surprise. Quand je dis ah oui, j'étais stupéfait, j'exagère. Il n'y avait pas, comment vous dire, pas de surprise. Ah, ils l'ont quand même fait, mais c'est logique, quoi. Ça relève de ce qui est en train de se produire. Pas de fatalisme. C'est de dire mm, c'est comme ça. C'est comme ça, mais ça n'entravera pas la marche du monde actuellement et la direction qu'elle a prise. Et au Vietnam, qui a pris un virage à la chinoise, soyons clairs, hein, c'est-à-dire un socialisme, comment dire, avec un libéralisme économique, mais totalement contrôlé, hein, et un des taux de croissance les plus élevés du monde. Hein. Donc cette direction-là, pour eux, elle est irréversible. Elle est irréversible, et quand on voit et quand ils voient la situation de la Chine, tout en étant très prudent, hein, tout en étant très mm, prudent. Le premier voyage, je suis arrivé au moment de la fête du Tet, la fin du congrès du Parti communiste et le secrétaire général du parti qui, comme en Chine, a été élu président de la République, un de ses premiers voyages, ça a été aux États-Unis, où il a rencontré Trump. Ah, et oui, parce que c'est comme ça que ça se passe. Bien. mais Donc, oui, oui, pardon. allez-y. J'avais une question justement qui s'imbrique un petit peu dans ce que je vous ai demandé par rapport à l'Asie, c'est que vous avez réagi sur les déclarations de Lindsey Graham sur le fait que c'est une guerre de religion. Donc dans ce cas-là, en fait, la Chine et l'Asie n'est pas concernée. Ou comment voilà. Lara, c'est une guerre de religion. La question que vous me posez, j'ai réagi sur l'Instagram, cette tordure, appelons-le, Mm, qualifions-le tel qu'il est, hein, vraiment. C'est un mm, personnage absolument épouvantable. C'est récent. Et puis bon, ce matin, hein, je suis tombé sur la fameuse vidéo où ils sont tous en tas dans le bureau ovale, à prier, à psalmodier comme ça. Hein, mais attendez, faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Cette guerre est d'abord une guerre économico-stratégique. Enfin, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça, c'est-à-dire que pour différentes raisons, plus ou moins rationnelles, hein, mais pour différentes raisons, l'Occident, les États-Unis et surtout Israël veulent continuer à dominer cette région du monde parce qu'elle est porteuse, parce qu'elle est une réserve considérable d'énergie, parce c'est ce qu'on appelle l'Asie de l'Ouest. Il ne faut pas oublier que tous ces pays, l'Iran est en Asie. Donc, pour le contrôle du Heartland, bon, je connais bien toutes ces théories de Mackinder, hein, bon,
mais qui ont leur valeur. Le contrôle du Moyen-Orient est quelque chose de tout à fait essentiel. Donc, il s'agit bien de ça. Il s'agit bien de ça parce que jusqu'à présent, l'Iran était une épine dans le flanc occidental et dans sa volonté de contrôle de cette partie du monde. N'oublions pas que le Moyen-Orient, c'est aussi le nord du Moyen-Orient, c'est aussi le sud de la Russie, quelque part, hein, l'ancienne Union soviétique, avec ses républiques, et dans la volonté qui existe toujours dans certains cercles occidentaux d'asservir la Russie, de la démanteler et de récupérer cette caverne d'Ali Baba de matières premières, parce que c'est quand même ça aussi, c'est présent. Donc, non, c'est au départ, l'axe stratégique, il est bien celui de la volonté par l'Occident de poursuivre son contrôle. Mais il le fait dans un contexte où il est affaibli, où il recule, où, du fait des erreurs soulignées par votre intervenant précédent, de ces erreurs, hein, il est en difficulté économique très sérieuse. Hein, les États-Unis sont un pays désindustrialisé, et avec cette caractéristique, c'est que non seulement ils n'ont plus les industries nécessaires, mais ils n'ont plus les moyens de les avoir. Ils n'ont plus les chaînes de production, ils n'ont plus les ingénieurs, ils n'ont plus les systèmes de formation, ils n'ont plus les bonnes matières premières. Petite anecdote, Lara, la dernière livraison des F-35, cet avion le plus cher de l'histoire de l'humanité, hein, qui ne marche pas, la dernière livraison d'une trentaine d'exemplaires a été faite avec une absence de radar, parce que les radars n'ont pas pu être construits et installés dans le nez de ces avions furtifs. Ils n'ont pas pu être installés parce que les Américains ne disposaient pas des minerais essentiels permettant de fabriquer le matériel informatique qui leur est permis. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû alourdir le nez de ces avions. Il n'y avait plus le système de radar, qui était assez long. Ils ont mis des plaques métalliques, etc., pour éviter que les avions se cassent la figure, parce que ça les déséquilibrait. Et moyennant quoi, attendez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils sont désormais inutilisables. Déjà, ils ne marchaient pas très bien, les F-35, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ils se sont dit, ça permettra d'entraîner les pilotes, quoi. Mais c'est extraordinaire, cette histoire. Ça a quelques jours, hein. Ça a quelques jours. Alors, je reviens à cette attaque de samedi, et je vous disais que j'ai pas eu l'impression que dans le reste du monde, donc dans ce sud global qui veut la multipolarité. Alors c'est pas si homogène que ça, hein. Il y a des intérêts contradictoires et tout, mais la contradiction principale, j'y reviens, c'est bien celle-là. Eh bien, moi, j'ai quand même été surpris. Et pourquoi j'ai été surpris? Vous me direz, j'ai été surpris aussi le 24 février 2022, hein, parce que je me disais, toujours dans une espèce d'inertie de fonctionnement du système international, on sous-estime la bêtise, on sous-estime les facteurs irrationnels, et pour ce qui me concernait, c'était tellement évident que c'était une connerie, Lara, excusez mon expression, d'ouvrir la boîte de Pandore, et on voit très bien ce qui se passe, qu'ils n'allaient pas le faire. Ils n'allaient pas le faire. C'est-à-dire qu'on prête toujours aux décideurs, au système de décision, une rationalité que malheureusement, il n'a pas toujours. Hein. Moi, je me rappelle d'un livre que j'avais lu très intéressant qui s'appelait Les décisions absurdes. C'était après la première catastrophe de la Challenge, de la navette spatiale américaine, et qui décortiquait comment toute une série de décisions stupides, absurdes justement, avaient amené de façon inéluctable à la catastrophe. Vous savez, François Mitterrand le disait, beaucoup de gens le disent, on appelle ça désormais le rasoir d'Anlon, ne jamais sous-estimer la bêtise dans certaines décisions, hein, et de ne pas y chercher nécessairement de la malveillance. Bon, là, la malveillance, elle est évidente, mais quand on voit tous les facteurs, premièrement,
un Iran préparé. Deuxièmement, qu'on le veuille ou non, c'est discret, ça sera revendiqué par personne, mais un soutien d'abord de la Chine et de la Russie. Euh, un, un système américain très affaibli, toute la question militaire, de matériel, toute la question d'obsolescence, toute la question d'absence de stock, etc. Et puis la question politique, parce que notre ami Donald Trump, il voulait le prix Nobel de la paix, son vice-président a écrit un livre en disant, dans un des chapitres, ce serait une bêtise d'aller faire la guerre à l'Iran, faut pas. Lui-même avait dit je ferai pas de guerre. Lui-même avait dit Obama, il veut faire la guerre pour masquer ses difficultés. Et il fait le contraire. Alors même que sa base est en train de lui échapper, alors même qu'aux États-Unis, pour la première fois, alors là, je suis déjà sur quelques jours plus tard, l'opinion publique est opposée. Alors qu'en 2003, pour l'Irak, elle était favorable. Elle est totalement opposée à cette guerre. Il est en difficulté institutionnelle. Parce que c'est inexpiable entre les démocrates et les républicains. Ils vont le tuer, Lara. Ils vont le tuer. Alors, pas physiquement, après qu'ils aient probablement essayé quand il a eu sa balle dans l'oreille, mais ils vont le tuer, c'est-à-dire que il va perdre les midterms probablement. Il va ensuite être confronté à des procédures d'impeachment. Il ne faut pas oublier que si c'est le Congrès qui lance l'accusation, ils ont des majorités très étroites et ils ont une égalité au Sénat. Mais c'est le Sénat qui juge. Il peut se retrouver, même si les procédures sont longues, sa deuxième partie de mandat est déjà pourrie. Et puis ensuite, ils l'enverront en prison. Ils ont essayé pendant tout le mandat de Biden. Ils ont pas, mais le lawfare qu'ils ont, moi j'ai suivi ça d'assez près, de voir les procédures, celles qui ont été faites à New York, les condamnations qui sont intervenues, etc. Tout ça a été un peu effacé par sa victoire politique, parce qu'il a été élu sur des bases très politiques, mais il vient de les gâcher complètement, et je pense que il s'est mis dans une seringue qui va être terrible pour lui. En plus, bon, comme notre propre président, mais de façon différente, c'est un grand narcisse, donc il va vers des humiliations terribles. Comment personne dans ce système américain n'a été capable de le convaincre de ne pas faire cette bêtise, de ne pas se mettre dans cette situation. Alors, là, je viens de parler des conséquences pour lui, mais il y a également les conséquences militaires. C'est-à-dire que la riposte iranienne, qui est mesurée dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on utilise tout un tas de munitions, on fait des bombardements efficaces, ils ont détruit des radars, mais indispensables, qui vont aveugler l'armée américano-israélienne. Ils ont donc ensuite il y a la présence, écoutez, la présence américaine dans cette région, qui était par des bases américaines, elle est mise en cause. Aucune des bases est fonctionnelle. Douglas MacGregor l'a parfaitement décrit. Elles ont été détruites dans leur capacité. Voilà, pendant que nous parlons, justement, il y a un incendie qui consume la base aérienne américaine au Koweït. Et c'est impressionnant, j'ai les images. C'est pendant qu'on se parle, c'est une dépêche qui vient de tomber. Voilà, il y a Hormuz. Alors, bon, les Iraniens, c'est quand même... la France est devenue un pays inculte, mais bon, la façon de percevoir l'Iran est totalement faussée. Elle est suprémaciste. On se rend absolument pas compte de ce que c'est ce pays, mais ils ont des caractéristiques particulières. C'est une société qui est intellectuellement très développée, et ils ont trouvé un ministre des Affaires étrangères, M. Araghchi, qui est assez extraordinaire là, parce que quand on voit il va faire des interviews sur les chaînes américaines, il est assez drôle déjà, mais il est très bon. Il est très bon et il montre une fermeté et une intelligence tout à fait impressionnante. Et
concernant Hormuz, il a dit, mais écoutez, c'est même pas, on n'a pas fermé le détroit. Hein. C'est que le système occidental ne veut plus assurer les bateaux. Pas besoin de les couler, ils passent plus, ils y vont plus. Alors c'était déjà ce qui s'était passé en mer Rouge, hein, mais oui, voilà, mais c'est petite séquence vidéo que j'invite à regarder. Il est un peu rigolard quand il dit ça, même pas besoin. Donc ils ont, d'abord, c'est un pays développé, développé en partie, hein, du point de vue militaire. Ils ont une puissance de feu particulière, ils sont soutenus discrètement par la Chine et la Russie, et ils ont une énorme capacité de nuisance qui continue. Et c'est pas une guerre qui va se gagner par conquête de la capitale, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a 4 fois la taille de la France, alors je veux bien. Mais oui, mais c'est puéril ces déclarations, c'est puéril cette approche comme ça, et c'est toujours cette perception de la guerre, ce que je disais pour la guerre en Ukraine, Les élites occidentales ne comprennent pas ce que c'est une guerre d'aujourd'hui, avec la partie aérienne, avec la partie effectivement de bombardement, mais par missile. Avec l'environnement immédiat. Donc aujourd'hui, les Iraniens, ils se sont lancés dans la riposte. On va quand même rappeler que, on va pas écouter ce que raconte Monsieur Macron, hein, qui dit on condamne les bombardements iraniens. Attendez, ils ripostent. Je ne sais pas si vous avez vu la séquence, je reviens sur Arakchi une seconde, le ministre des Affaires étrangères iranien. Il était interviewé, je ne sais plus par laquelle des chaînes, et on lui dit, mais oui, mais vous bombardez, etc. Mais comment osez-vous bombarder des bases américaines? Il a dit, écoutez, c'est nous qui sommes... Il était suffoqué qu'on ose lui poser la question, mais ce que ça raconte, et je parlais de la bêtise, ma chère Lara, je parlais de la bêtise, mais ce que ça raconte sur notre niveau. Donc, il y a cette capacité militaire où la coalition américano-israélienne va s'user. Je vais parler de la guerre de religion. Cette coalition va s'user dans une guerre qu'elle n'avait pas envisagée sous cette forme-là, dont malheureusement, pour des raisons différentes, les Américains, c'est de l'incompétence militaire. Andrei Martyanov sur son blog l'explique absolument tous les jours. Et les Israéliens, c'est par aveuglement. C'est par aveuglement, je pense, et par là-dessus fanatisme. Mais clairement, le coup militaire d'une guerre qui va être une guerre d'usure, dans laquelle cette coalition américano-israélienne va se retrouver rapidement en difficulté, va imposer la nécessité d'une sortie. Mais il y a pire, il y a le dérèglement économique. Le dérèglement économique, parce que probablement sous la forme qui était la sienne jusqu'à présent, ce système des monarchies pétrolières pro-occidentales, c'est fini. Je dis pas que il y aura autre chose, je suis pas capable de décrire ce qu'il y aura à la place, mais c'est terminé. C'est-à-dire que c'était un endroit qui était calme, considéré comme sûr, où les investisseurs venaient, et aussi qui disposaient de sommes tout à fait considérables, qu'ils passaient leur temps à investir dans les systèmes américains, les GAFAM, dans l'IA, qui est une bulle qui s'est gonflée. Ça, c'est terminé. Je suis désolé. Alors, on rigole de ces influenceurs français qui quittent Dubaï en courant, mais oui, mais c'est symbolique. Et oui, c'est terminé. Cette phase-là, et je ne sais pas ce qu'il y aura à la place, il n'y aura pas de retour en arrière. Deuxième principe de la thermodynamique. Même avec un conseil de la paix de Donald Trump? Non, mais si vous voulez, l'histoire, elle a une direction. Je sais pas laquelle, hein. Je dis pas que je fais pas de téléologie en disant il va se passer ci et ça. Non, c'est pas ça. Simplement, il
il n'y a pas de retour en arrière. C'est le deuxième principe de la thermodynamique. Vous savez, si vous prenez de l'eau chaude et de l'eau froide, vous les mélangez, ça va vous faire de l'eau tiède. Mais vous ne pourrez jamais revenir en arrière et avoir de l'eau chaude d'un côté, de l'eau chaude et de l'eau froide de l'autre. C'est pas possible. Donc là, cette partie du monde va nécessairement changer. Et là, je pense que ça a plongé et très rapidement les Occidentaux dans la panique. Moi, je trouvais ça assez amusant de voir les premiers jours les Européens, avec cette inversion. C'était quasiment l'Iran qui était considéré comme l'agresseur. Le ton a changé assez rapidement. Et surtout ce côté vantard sur la mort d'un guide suprême, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même un chef religieux, c'est-à-dire c'est à toute sa famille, la petite fille de quelques mois, enfin c'est tout ça c'est morbide, ça pas et faire tout ça un samedi matin pour pas impacter les bourses de lundi, enfin c'est moche, c'est attendez, Lara, on discutait de l'Asie, ils sont scandalisés. Et de la duplicité. Parce qu'il y a deux thèses concernant la mort de Khamenei. Il y a deux thèses, soit celle de Scott Ritter, il n'y a pas que lui, qui dit, voilà, c'est un sacrifice, j'ai 86 ans, je meurs en martyr et je rends ce dernier service à mon pays. Ce qui est parfaitement exact, parce que c'est désormais une icône mondiale. Vous allez au Mexique, vous allez au Venezuela, il y a sa photo dans les cafés, la photo de Khamenei. Bon, donc les choses sont de ce point de vue-là claires. Mais il y a une deuxième thèse qui est de dire, voilà, il y avait une négociation à laquelle les Américains, les Iraniens étaient en train, enfin, un accord auquel ils étaient en train de parvenir, et il y a eu une réunion avec Khamenei pour discuter de cet accord, ils se sont réunis. Et c'est là qu'ils ont été frappés et tués. Donc, il y a toute une thèse qui dit, écoutez, voilà, les négociateurs américains savaient qu'ils n'avaient aucune espèce d'accord à trouver, simplement il fallait faire semblant pour qu'il y ait cette réunion et qu'on puisse décapiter. Mais qui sont ces gens-là? Mais qui sont ces gens? Dans l'histoire, une telle duplicité concernant une dimension diplomatique de cette nature, mais c'est sans exemple précédent. C'est-à-dire que désormais, on se croit tout permis. Alors, ça faisait un moment. Régis, regardons aussi un aspect religieux qui signifie quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'on est en plein Ramadan. Donc, pour les musulmans, c'est quand même voilà, c'est pas un moment où les choses se passent comme à la normale. Et il y a un aspect encore de l'autre côté, c'est-à-dire les Israéliens frappent en plein Shabbat. Quand on sait que les Juifs orthodoxes ne touchent même pas un interrupteur le jour de Shabbat, tellement tout est figé. C'est là-dessus qu'on est presque, comment dire, il y a un double, triple rideau de lecture de ce qui se passe en réalité. C'est-à-dire, ils nous parlent de guerre de religion. En réalité, ils ont violé toutes les lois de ceux qui pratiquent la religion. Alors, effectivement, nous sommes le camp du bien. Donc, il faut renverser ce régime. Vous savez, c'était comme après le 7 octobre. Vous condamnez vous condamnez le Hamas, On ne pouvait pas parler sans avoir d'abord condamné le Hamas. Là, c'est pareil. Vous condamnez les mollahs. Moi, je réponds toujours, c'est l'affaire des Iraniens. Je me permets pas, moi, où je suis, qui je suis, je me permets pas de venir leur expliquer la façon dont il faut qu'ils organisent le monde. Et quand je vois ce qui est devenu mon pays, au plan politique, au plan intellectuel, au plan éducatif, je suis modeste. Et parce que moi, j'ai connu une autre France. On se casse la figure, donc, et on vient donner des leçons au monde. On a le chef d'état-major des armées qui vient dire nous avons des valeurs extraordinaires. Celle-là,
celle qui consiste à aller tuer le chef religieux dans les conditions que vous venez de décrire. Non, mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Mais le problème, si vous voulez, ce déclenchement, la façon dont ça se passe, ça déchire un voile aussi, et ça sert de révélateur. Et ça sert de révélateur, c'est-à-dire que ce que on supportait ou ce qu'on voyait se dérouler, je pense en particulier à ce qui s'est passé à Gaza, mais ce qui se passe au Liban, la façon dont se comporte l'État d'Israël, bon, je ne dis pas qu'on acceptait, sûrement pas qu'on l'approuvait pour ce qui me concerne, mais on le voyait se dérouler. Et là, je veux dire, le voile s'est déchiré et ça apparaît là véritablement pour ce que c'est. Et c'est là où je reviens à la question religieuse. C'est-à-dire que, comme il y a une forme de défaite qui est en train de se profiler, je suis pas en train de dire l'Iran va gagner, etc., ça n'aurait aucun sens. Mais c'est ce que pensaient les Américains, incontestablement, et les Israéliens aussi, c'est-à-dire taper un coup et ensuite arriver à un peu ce qu'ils avaient fait avec Maduro. Ils n'ont rien réglé avec le Venezuela. D'ailleurs, ils viennent de rétablir les relations diplomatiques, mais je trouve ça extraordinaire. Mais avec le Venezuela, mais là, on a effectivement cet échec, et cet échec a, comment dire, comme conséquence de dévoiler, c'est-à-dire que Donald Trump a fait, alors il fait des discours tous les jours. Dans un premier temps, il y a eu cette surprise devant l'échec de ce premier coup, devant ce pays qui devait sortir dans les rues pour avoir reçu des bombes, hein, et acclamer les bombardeurs. Ah bon, comment ça se fait? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On a un pays de presque 100 millions d'habitants, avec une certaine modernité, non, et puis qui va se battre comme il s'est battu, il faut pas oublier, contre l'Irak pendant 8 ans. Enfin, je veux dire, ils ont une capacité de résilience tout à fait importante. Donc, face à ça, on a un Occident qui a été d'abord dans un premier temps gêné. Moi, j'avais fait une petite publication sur Twitter avec une photo de Trump qui avait l'air embêté, puis en face de lui, il y avait l'imbécile qui lui sert de secrétaire d'État à la guerre, etc. Et puis il y avait probablement chef d'état-major des armées américaines qui avait l'air également bien embêté. Et puis j'avais mis la légende, je faisais dire à Trump, eh bien messieurs, maintenant vous allez m'expliquer comment on remet le dentifrice dans le tube. Et oui, parce que, attendez, on a fait ça maintenant, et rien ne sera comme avant, c'est terminé. Il y a plein de choses qui sont terminées. De la même façon que le 24 février 2022, avec l'entrée de la Russie en Ukraine, on a eu un événement qui fait que le monde ne sera plus comme avant. Écoutez, posez une question à n'importe qui, est-ce que vous pensez qu'il sera possible de se retrouver au mois de janvier 2022, le monde tel qu'il était? Ben non. Même décembre 2021, quand Poutine proposait des accords sur la sécurité et que personne n'a répondu, personne n'a voulu lui parler à ce sujet-là. Non, mais ça, c'est sur la responsabilité. Lara, vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Il y a eu un mépris incroyable de cette initiative et une mauvaise lecture de ce que ça impliquait, y compris par votre serviteur. Donc, enfin, une mauvaise lecture au sens où je pensais que ça allait se durcir, mais je pensais pas qu'on allait avoir ça. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que vous imaginez qu'on va retrouver une Union européenne comme en 2021? C'est fini. Elle est au bord de la dislocation. On va retrouver des pays comme l'Allemagne, la France, avec une industrie qui était encore celle de cette époque, où il y avait accès à l'énergie russe à des prix extrêmement favorables, etc. Non, c'est fini, c'est terminé, votre monde a disparu. Alors, ça ne veut pas dire que le nouveau est en place, Alors, je ne vais pas reprendre la fameuse citation de Gramsci, dans la zone grise apparaissent des monstres, mais non, là, pour l'instant, il y a quelque chose qui se reconstruit. Ça peut être chaotique, ça peut être très très dangereux, mais il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, je reviens au religieux et à votre question. Je pense que
le constat de cet échec a entraîné, d'abord a servi de révélateur du niveau où ils en étaient, et a entraîné des réactions de panique, y compris, je pense, de panique. Quand j'entends le discours de Trump qui voulait le prix Nobel, et là, il y en a eu un où il a dit, mais c'est le camp du mal, ils sont fous, enfin, je sais pas tous les termes, mais c'est un discours de malade mental. C'est un discours de malade mental qu'il a eu à ce moment-là. Hein. J'entends ce que dit l'ambassadeur des Kabyles dit à Tucker Carlson concernant la Bible comme outil géostratégique et comme cadastre qui fait que tout le Moyen-Orient doit être dominé par les malades mentaux qui occupent le pouvoir en Israël, l'espèce de bande de fanatiques qualifiée par l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne et ministre de la Défense d'État néo-nazi, excusez du peu, c'est lui qui le dit. Hein. Il n'est pas le seul d'ailleurs parmi les Israéliens et parmi dans la communauté juive. Et donc là, on a Huckabee qui vient nous sortir quelque chose qui est connu pour être très proche de Trump, qui nous sert un discours, mais complètement cinglé. Et un discours dont on s'aperçoit qu'il s'enracine dans une vision religieuse. Vous avez entendu comme moi, Lara, ces soldats américains qui ont raconté que leurs officiers les avaient réunis pour leur dire c'est un plan divin que nous allons mettre en place. Alors que les SS mettent... Des soldats d'Armageddon. Oui, c'est ça. Hein, et que les SS mettent Gott mit uns sur Dieu avec nous sur leur ceinturon, c'est une chose. Et de là à ce que des décideurs publics, des chefs d'État, et là je pense à la séquence de la prière dans le bureau ovale, non mais c'est pathétique, mais c'est lunaire. Non. Puis, oui, on est chez les fous. C'est vol au-dessus de Nanite Coucou, là. Hein. Là, on est à Sainte-Anne. C'est dans un hôpital psychiatrique. Ça va pas, non? Ils se posent les mains, ils sont tout tremblants, etc. Mais même chez Daesh, on n'était pas à ces niveaux-là. On montrait pas, hein? Je veux dire, l'hystérie religieuse, elle est très partagée, hein, malheureusement. Mais là, écoutez, c'est eux qui ont... C'est la puissance qui prétendait diriger le monde, qui a élu à sa tête un espèce de psychopathe désormais. Il n'y a pas d'histoire. Ah bah oui, là voilà. Non mais attendez, non mais c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Voilà, on le tient, on lui passe les mains, on fait des vibrations, mais enfin, non, mais rappelons-le aussi, comment il parlait des pauvres Ukrainiens. Il y a beaucoup de morts en Ukraine et tout. Là, il y a plus de morts. Désormais, c'est une guerre sans morts. On tue les gamines dans une école. Il n'y a pas un mot pour exprimer ne serait-ce qu'un regret sur le fait que ça a été... allons libérer la femme iranienne en tuant les gamines de 7 à 12 ans dans une école de filles. Enfin, la monstruosité n'a plus de limite, Régis. Je pense qu'avec cette vidéo, on a effectivement franchi une limite. J'ai entendu Exet, le secrétaire d'État à la guerre, parce que maintenant... oui, c'est plus à la défense. Hein, donc, plus à la défense, c'est à la guerre. Il a dit, je crois que c'est hier, mais on va les écraser, on va bombarder, on va tout casser. Donc ça, effectivement, ça fait peur. J'écoutais le représentant du Quai d'Orsay faire un discours pour dire oui, Israël et les États-Unis sont intervenus en dehors du droit international, non pas en commettant ce que le statut de Nuremberg appelle un crime contre la paix, tout simplement, qui justifie à l'époque la corde, qui aujourd'hui
enverrait en prison à titre définitif. Mais et ensuite, mais le responsable, c'est l'Iran. Le responsable, c'est l'Iran, donc on condamne ceci, cela. Mais si vous voulez, alors le Comment problème. font-ils maintenant avec le Liban? Voilà. Mais comment dire? Le problème qu'on a, vous avez raison de pointer le Liban, c'est-à-dire qu'ils sont en train ils veulent faire à Beyrouth ce qu'ils ont fait à Gaza. C'est-à-dire que la folie fanatique de la direction israélienne, l'influence qu'elle a sur la direction américaine, effectivement, est absolument terrifiante. Alors, simplement, nous, on est en Occident, ma chère Lara. Moi, je suis catastrophé par le niveau de mon pays, par les médias, par ce que je vois sur les réseaux, etc. L'espèce d'abord d'ignorance, de bêtise, et puis quelque part de fanatisme, de racisme. C'est-à-dire que on tue des Perses, ils sont musulmans, c'est comme des Arabes. Il y a ce côté-là détestable. C'est ce côté racial, c'est-à-dire que ces pays qui nous ont depuis des années vendu les droits de l'homme, le côté anti-raciste, etc., la façon dont ils traitent les morts d'un côté ou de l'autre du conflit, mais c'est juste insupportable. Insupportable. Vous savez, moi j'ai eu des ennuis. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur votre chaîne. Lorsque Yahya Sinwar, qui était le chef militaire du Hamas, a été tué par l'armée israélienne dans le cadre des combats. Dans le cadre des combats, il y avait un drone avec une caméra qui est rentré dans un immeuble et on le voit. Il avait un comportement hallucinant à l'époque. Hein. Jusqu'au bout, il a cherché Jusqu'au bout, il avait son bâton, etc. Très bien. Ouais. Il est tué. C'est la guerre, c'est un chef militaire, c'est son sort. Bon, il y a des règles quand même. Il y a des règles, ma chère Lara, au conflit. Alors, elles ne sont pas respectées par Israël, elles ne sont pas respectées par les États-Unis. La violation du droit de la guerre, après les violations du droit international, c'est tous les jours. Mais il n'empêche que la séquence se déroule. Le lendemain, l'ambassade d'Israël en France, pas le CRIF, l'ambassade numéro 1, pas la numéro 2, et publie sur les réseaux, sous son logo, une communication montrant Yahya Sinwar, le cadavre, profanant par la photo le cadavre de Yahya Sinwar, et disant, vous voyez, ils s'y croyaient, machin, voilà ce qui arrive aux gens qui s'opposent à Israël, etc. Bon. Je fais une intervention sur les réseaux très courte. Je dis que cette façon d'opérer, je pointe même pas, je qualifie même pas juridiquement, je vais le faire là, juridiquement ce que ça implique, et je dis, mais j'appartiens pas à ce monde-là. Immédiatement, plainte pour apologie du terrorisme contre moi. Saisie du Conseil de l'ordre, pour que j'ai une sanction, et alors, j'ai répondu, j'ai dit, mais attendez, c'est une violation des conventions de Genève. On n'a pas le droit de profaner un cadavre d'ennemi tué. C'est élémentaire. Et il aurait dû avoir une représentation du Quai d'Orsay en disant, mais attendez, ça va pas la tête, non? Je peux vous dire, du temps de De Gaulle, ce serait pas permis ce genre de choses. Parce que l'ambassadeur leur été convoqué si tant est qu'il n'ait pas été viré. Même Chirac avait plus de poids que tout ce qu'on... à l'époque de Chirac non plus. Oui, même de Chirac, ça va passer. Bon, donc, eh bien, si vous voulez, le Conseil de l'ordre a financé. Je pense que il n'y a pas eu de suite à la plainte pénale, mais c'est vous dire quoi, c'est vous dire que jusqu'où l'arrogance que ça a impliqué, et le fait, j'avais simplement, je vous dis, j'insiste, j'avais dit, je n'appartiens pas à ce monde-là, point. Ah ben si, pour appartenir à ce monde-là, faut profaner les cadavres, faut tuer les petites filles, il faut faire comme Excel, faut dire on va les écraser, et puis il faut faire comme ces deux personnes, vous savez, qui ont été convoquées
ces deux Israéliennes, franco-israéliennes, hein, qui passent leur temps, qui organisent des barrages pour pas qu'il y ait de l'humanitaire qui puisse arriver à Gaza, etc. Il y a finalement des magistrats français qui ont un peu sauvé l'honneur et qui les ont convoqués, hein, et naturellement toutes les amis d'Israël sont intervenus en disant c'est scandaleux, Madame Yadan a dit que c'était honteux, etc., etc. Des gens qui passent leur temps à dire faut tous les tuer, faut écouter les télévisions israéliennes. Donc le problème, c'est que là, confronté à l'échec par rapport à votre question sur la dimension religieuse, on la voit apparaître. On la voit apparaître. Alors la bonne question, c'est est-ce que, même si j'ai dit au départ, c'est géostratégique, cette agression, dans un contexte qui est celui que je décrivais au début, mais est-ce que c'est le moteur? Est-ce que c'est vraiment le moteur? Ou bien est-ce que c'est une façon d'habiller aujourd'hui une initiative, je me répète, géostratégique, qui est en échec? Je crains malheureusement que la dimension de fanatisme religieux soit très, très importante. Très importante. C'est pas seulement de l'habillage. Parce que, si vous voulez, franchement, Lara, la vidéo que vous avez montrée dans la photo, il faut avoir perdu le sens commun pour s'exhiber comme ça, enfin, voyons. Complètement. Complètement. On est dans la psychiatrie, là. On est dans le... Et l'ambassadeur Huckabi, disant à... Ambassadeur des États-Unis en Israël. Oui, pardon. Moi, j'ai mis un petit peu de temps presque à réaliser qu'on parlait pas de l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Enfin, mais c'est hallucinant. Il parle à aucun moment, il n'est question des États-Unis. Hein. Mais vous vous rendez compte, alors, il a en face de lui je rappelle juste, cher Régis, c'est qu'il nous reste environ 5 minutes. Donc, parce que la matinale de vendredi est un petit peu particulière puisqu'il y a un voyage derrière. Donc, il faut aller à Paris. Donc, pardon. Non, mais je vous en prie. Non, ce que je veux dire, votre question initiale, qui est très importante, et j'ai commencé à dire quel était mon point de vue, hein, quel était mon point de vue. Est-ce qu'on est face à un habillage pour affronter un échec, l'échec étant le résultat attendu du premier coup? Après, bon, tout ça va évoluer. Vous savez, rappelez-vous la guerre en Ukraine, ma chère Lara, hein, un corps expéditionnaire assez peu important, une opération rapide que le patron des Marines américains, sous pseudonyme, dans sa revue, avait dit saluer comme une très belle opération militaire, a atteint ses objectifs. C'était le traité d'Istanbul, hein, c'est-à-dire voilà, on va faire un Minsk amélioré puisqu'on n'a pas réussi à le mettre en place, hein, eh bien, grâce à notre coup militaire, voilà. Et les Ukrainiens étaient d'accord. Bien. Mais, par la suite, ce sont les Occidentaux qui ont dit non, on va quand même faire la guerre avec le coût que ça implique. Donc, là, cette fois-ci, coup de départ pour essayer d'obtenir le renversement du régime, pour essayer d'obtenir une solution qui redonne son hégémonie puissante en faisant sauter l'obstacle iranien, c'est un échec. Il n'y aura pas de traité d'Istanbul, c'est un échec. Donc, face à ça, est-ce qu'on l'habille, je me répète, d'une dimension religieuse pour le justifier, en disant on va combattre le pays du mal et par conséquent, on a raison, soit tout d'un coup, on déchire le voile et on montre que on est complètement, enfin, on est je veux dire, des exaltés religieux qui n'ont rien à envier à Daesh. Je crains, hélas, que ce soit la deuxième hypothèse. C'est que parce que, si vous voulez, je reviens sur l'interview du Kaby. Vous avez des gens comme Tucker Carlson, vous avez Candace Owens, vous avez tous les grands influenceurs qui étaient MAGA, qui viennent dire non, il y en a marre.
On est chrétien et Tucker Carlson fait un remarquable boulot. Il dit, écoutez, qui c'est qui martyrise les chrétiens en Cisjordanie? Ce sont les Israéliens, ça suffit, etc., etc. Il est chrétien lui-même. Donc, je pense qu'il y a ce fanatisme et cette exaltation qui sont un des moteurs les plus importants. Ce qui veut dire que, parce que c'est celui d'Israël, le projet sioniste est un projet religieux, d'abord et avant tout religieux. Hein. Un État qui n'a pas de frontières. Mais ce qui veut dire que, à la fameuse question, est-ce que c'est Israël qui dirige les États-Unis qui soutiennent, et est-ce que ce sont le proxy de qui? Est-ce que c'est le chien qui remue la queue ou la queue qui remue le chien? Je pense que la queue remue bien le chien actuellement, en tout cas. Je pense que oui, mais je pense que c'est lié à l'emprise de certaines communautés très puissantes financièrement juives aux États-Unis, mais que son temps est terminé. Je pense que son temps est terminé. Alors, je ne sais pas ce que ça pourra donner, mais je pense que là, la population américaine en a marre. Et je pense aussi que cette puissance qui est particulière et dont l'affaire Epstein a révélé un certain nombre de dimensions, va se trouver probablement très affaiblie. Très affaiblie. Cher Régis, juste si vous pouvez faire un commentaire, il y a quand même beaucoup qui attachent l'affaire Epstein à ce qui se passe avec la guerre en Iran par le simple fait que ces gens-là aiment beaucoup la symbolique, ils l'ont appelé Epic Furies c'est Epstein File. En fait, les mêmes initiales sur Internet aujourd'hui, quand vous tapez, aujourd'hui vous tombez sur la guerre en Iran, alors que à l'origine Epstein File, c'est ce qui avait pris le plus le pas sur Google. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est complotiste de le dire ou réellement eux-mêmes manient les symboles pour nous manipuler? Alors, j'avais pas fait le rapprochement des initiales. Hein. Vous savez, comme quand Emmanuel Macron a appelé son mouvement En Marche. Oui, d'accord. Enfin, puéril. J'avais pas fait ce rapprochement. Clairement, il y a une articulation. Il y a une articulation. Il y a un côté de diversion de la part de Trump. J'aurais plutôt tendance à penser, parce que épique, la fureur épique, mais qu'est-ce que c'est que ce nom, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est de l'exaltation pure. Ouais. Donc, le lien avec Epstein, oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. D'abord, c'est un scandale, peut-être diversion qu'on essaye de faire, mais je pense aussi que l'histoire Epstein, c'est aussi la révélation de cette emprise qu'avait ce système aux États-Unis. C'est pas normal qu'un pays qui a une histoire, qui a eu des côtés démocratiques, qui est un pays qui était très évolué, y compris au plan intellectuel, au plan universitaire, au plan académique et tout, que ce soit laissé emmener là où il en est aujourd'hui, il fallait qu'il y ait une force puissante. Alors on va me dire, je suis complotiste, hein, qu'il y a eu un complot des Illuminati ou un complot juif. Non, mais je pense que ça joue un rôle, ça a joué un rôle. D'abord, le niveau de corruption colossal qui existe, l'existence de l'EPAC. Maintenant, on sait beaucoup de choses, on sait comment ça fonctionne. Et l'affaire Epstein en était la partie terrible. J'allais utiliser le mot satanique. Il y a ce côté-là, mais c'est pour illustrer. Hein. Je ne suis pas chrétien pour ce qui me concerne, plus. Hein. Mais voilà, donc tout ça n'est pas très ragoûtant quelque part. Avec peut-être un élément positif, c'est que tous les sondages, toutes les réactions sur ce qui se passe aux États-Unis montrent bien que ça coince quand même. Hein, ça coince. Je pense que l'erreur qui a été faite par
Donald Trump va lui coûter très très cher. Le problème, c'est que je voudrais pas que ça coûte trop cher aux populations du Moyen-Orient. Et là, je vais terminer, ma chère Lara, par une citation du général Rodintsev, je prononce sûrement très mal, hein, au moment de la bataille de Stalingrad, qui avait dit le temps, c'est du sang. Donc, à propos de, parce qu'il fallait tenir, hein, et pour préparer la contre-offensive Uranus qui a permis de fermer le cercle autour de Stalingrad. C'est une phrase absolument terrible. Et je pense que là, l'Iran est en première ligne et j'espère que les choses pourront se régler. J'espère que la diplomatie va reprendre ses droits. Mais je voudrais pas que cette défaite subie par les États-Unis soit trop coûteuse pour les populations là-bas. Bah écoutez, merci beaucoup, cher Régis, cher maître de Castelnau. Je rappelle votre Substack. Je rappelle donc on peut souscrire à votre Substack. Votre fil Twitter est très très riche et très vivant, dynamique. Donc c'est à mon avis une bonne chose que de souscrire à votre fil Twitter pour suivre vos réactions à chaud. Et sinon, vous avez aussi votre chaîne Vue du Roi. Voilà, votre chaîne YouTube. Alors, pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup de choses récemment, mais justement, je retourne me réinstaller dans ma campagne et avec quelques projets, sachant que j'ai un avantage, ma chère Lara, c'est que moi, je suis avocat honoraire, hein, c'est-à-dire que je ne pratique plus au quotidien. Même si je suis beaucoup de choses, mais ça me donne deux avantages. Premièrement, du temps à consacrer à ces combats et, si vous voulez, c'est même une ressource hein, pour rester énergique et tonique. Et deuxièmement, une liberté de parole. Une liberté de parole, je n'ai pas de devoir de réserve. Pour ce qui me concerne, je comprends qu'on en ait, hein, suivant les métiers, qu'un militaire ait un devoir de réserve, ça me paraît tout à fait normal. Qu'un magistrat ait un devoir de réserve, ça me paraît normal. Régis de Castelnau n'en a plus aucun. Que font-ils tous ces militaires sur les plateaux de télévision à commenter toutes les opérations militaires? C'est une honte. Ouais. C'est une honte. C'est ce que De Gaulle appelait les mauvais généraux qui vont bon, allez, je vais pas utiliser des mots trop forts concernant, mais il y a une clochardisation intellectuelle. Ils sont tous en retraite, hein. Ce qu'on appelle la deuxième section, ils vont toucher quelques honoraires pour débiter ce qu'on leur demande, hein. Parce que s'ils étaient pas dans la ligne, ils seraient pas invités. Il y en a beaucoup d'autres, moi, ce que j'en connais, j'ai des contacts, hein, qui sont scandalisés par ça.